if it's his last meal, stuffing the surplus into his cheek pouches to be eaten later. On passe bien le doigt le long du bréchet, le long des poumons pour enlever les trucs. Fuyant leur ville pour échapper à la bombe. Vous avez votre bloc de sel qui est devant vous. Bienvenue à tous pour Candide ou un tandem 4 places. C'est la troisième et déjà dernière représentation. On est super ému, super content de vous présenter. C'est une écriture collective. Ça veut dire qu'on s'est mis derrière une table avec des cafés, beaucoup de cafés. On a pris le bouquin de Voltaire et on a dit voilà, on garde ça, on rajoute ça, on met ça. C'est plein de références, des musiques, des livres, des films qu'on aime. On y a tout mis, on a tout pompé et on espère que ça va vous plaire. Je vais vous demander une chose, c'est de garder vos téléphones allumés. Donc je vais vous demander de les garder allumés, donc silencieux, mais allumés, prêts à être dégainés. Surtout ceux qui ont beaucoup de followers. C'est pas une blague. Donc faites-le s'il vous plaît. Gardez-les bien allumés, prêts dans votre poche. Sur ce, on va commencer. Je vous souhaite un très bon spectacle. Merci beaucoup d'être venus. Il y a ici, en Westphalie, le château de Monsieur le baron Thunder Ten Tronckh. Monsieur le baron est un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château a une porte et des fenêtres. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Tous l'appellent Monseigneur et rient quand il fait des comptes. Madame la baronne pèse environ 350 livres. Elle s'attire par là une très grande considération. Elle fait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rend encore plus respectable. Nous sommes à égale distance de la mer, de la montagne, du centre de la terre et du ciel. Il n'existe point d'effet sans cause, et dans le meilleur des mondes possibles, qui est le nôtre, le château de Monsieur le baron est le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. Les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il faut dire que tout est au mieux. Chacun doit jouer son rôle. Toi, Cunégonde, tu es haute en couleur, fraîche, grasse et appétissante. À l'image de Madame la baronne ta mère, tu fleuriras afin d'enfanter de doux et gras bébés et ainsi assurer la pérennité de notre royaume. Quant à toi, ta physionomie annonce ton âme. Tu as le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est pour cette raison qu'on te nomme Candide. Ton arbre généalogique a été perdu par l'injure du temps pour que tu dédies ta vie uniquement à ta tâche qui est de servir Monseigneur le baron. Et voici qui conclut notre cours de physique expérimentale. Demain, nous nous attaquerons à la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Et n'oubliez pas, tout vient à point à qui sait s'y prendre. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes.
C'est donc pour le mieux que je suis belle, douce, grasse et avec une disposition pour les sciences. Je m'applique à observer, à tâter, à goûter la matière pour comprendre le monde, l'expérimenter. Il existe différents degrés de bonheur. En premier, c'est d'être né baron de Thunder-Ten-Tronckh. En second, c'est d'être mademoiselle Cunégonde. Le troisième, de voir ses yeux bleus tous les jours. Et le quatrième, d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Je vais aller au bout du monde, de l'autre côté du globe, voir si l'eau coule dans le même sens que nos rivières. Cunégonde, quand je suis près de toi, je me sens comme du chocolat au soleil. Tes yeux sont comme des pierres qui roulent et qui amassent de la mousse. Beaucoup de mousse. Comme deux boules de billard bleu qui vont dans la même direction. Candide, nous grandirons ensemble, main dans la main, dos contre dos, joue contre joue. Viens avec moi. Cunégonde, je t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. J'écrirai ton nom sur tous les arbres, chaque orme, chaque chêne, chaque peuplier, tous les cerisiers du château seront témoins de notre amour. Mais vos yeux s'enflamment, vos genoux tremblent, vos mains s'égarent. Voilà exactement ce que je ne veux pas voir dans mon château. Où est Pangloss? Pangloss! C'est quoi encore que cette merde? Pour cette offense, je l'exile sur le champ. Je serai sourd au plaidoyer et aux excuses. Ni larmes ni prières ne rachèteront les torts. Elles sont donc inutiles. Que Candide se hâte de partir. L'heure où je le trouverai ici serait pour lui la dernière. Et toi, tu continues de filer droit. Les personnes de notre rang ne se réduisent pas à la bassesse des pécores. Et surtout, tu arrêtes de me faire chier. Je crois qu'il faut que tu t'en ailles, Candide. Pangloss, que se passe-t-il? Je t'ai préparé un sac avec un goûter pour le voyage. Tu partiras sur ce vélo. Est-ce que tout cela est réellement pour le mieux? Ah, nul doute, Candide, nul doute. Car enfin, si monsieur le baron a décidé que tu devais partir, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de mieux pour toi en dehors du château. Mais Pangloss, je ne veux pas partir. Tiens, voici une lettre de recommandation écrite par mes soins. Tu la donneras au chevalier de Champagne. C'est un vassal du baron. Il t'aidera. Va, mon enfant. Candide, chassé du paradis terrestre, pédale longtemps mais sans savoir où, pleure, lève les yeux au ciel, se retourne souvent vers le plus beau des châteaux qui renferme la plus belle des baronnettes. Oh, Cunégonde! Cunégonde! Pourquoi es-tu Cunégonde? Certaines infortunes lui valent bien des dommages. Il se fait rouer de coups, tabasser, raqueter. Mais Candide se relève et repart. Le paysage défile derrière lui en arrière-plan. Montagne, forêt, montagne, route et reforêt derrière. Village désert, accroché par le lit d'une rivière. Il roule sur des cailloux, du gravier puis de la terre. Il rencontre paysans, chevaliers, brigands, à qui il demande son chemin. Excusez-moi, vous connaissez pas le chemin? Un orage éclate. Des trompes d'eau tombent du ciel. Candide, tout transi, se traîne vers la ville voisine. Il n'a pas d'argent, meurt de faim et de lassitude. Pangloss ne lui a donné qu'un goûter frugal pour se sustenter. Une compote et un pain au chocolat! Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste, l'amène chez lui, le nettoie, lui donne du pain et de la bière. Candide se prosterne presque devant lui. Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout était au mieux dans ce monde! Mais il prend le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes et repart sur son vélo. Malgré ses mésaventures, la plus grande peine dans le cœur de Candide est l'idée de ne plus revoir Mademoiselle Cunégonde. Seul son amour le pousse à avancer. Et là, c'est l'amour! L'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour! Hélas, il l'a connu, cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre Il ne m'a âme. jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul! Éreinté, exténué et anéanti, il finit par arriver en un lieu étrange. Il y a quelqu'un? Je m'appelle Candide. Je viens de Westphalie, du château du baron Thunder-Ten-Tronckh. Monsieur le chevalier de Champagne. Bonjour, je suis Candide. Et fait froid ici. C'est pas très accueillant. J'ai fait bonne route. Ah bonjour, vous êtes bien le chevalier de Champagne? Je suis Candide. J'ai une lettre de recommandation de mon professeur Pangloss de Westphalie. Tu veux apprendre ce que c'est que la guerre? Tu veux savoir comment devenir riche? Non, pas particulièrement. Bien, Candide, c'est cela.
La guerre, c'est le jeu du commerce. Je ne la considère pas comme quelque chose qui possède intrinsèquement une valeur morale. C'est avant tout pour moi l'occasion de faire des paris, des investissements. Il y a une règle très simple en économie qui dit qu'une entreprise ne peut marcher dans le sens faire des bénéfices que dans deux situations. 1. Elle opère un changement très fort. Elle se libère de contraintes, elle innove, elle recrute, elle engage des compétences. 2. Elle marchait déjà. La guerre, avec ses changements économiques, démographiques et culturels, redistribue les cartes et offre des opportunités qu'il faut savoir saisir. J'ai moi-même fait un très bon retour sur investissement il y a de cela quelques mois en devenant actionnaire majoritaire d'une entreprise de bateaux gonflables. Cette entreprise, qui avant la guerre marchait très mal, a vu son chiffre d'affaires quintupler en moins d'1 an, tout en conservant des produits d'une qualité médiocre. Tu comprends l'ironie très rapidement, malin que tu es. En ce fabuleux contexte de guerre, les règles de l'économie sont bafouées. Sans argent, sans innover, sans effort, sans recruter, le marché de mon entreprise s'est étendu à l'ensemble des pays du sud de la mer Méditerranée. La magie de la guerre, Candide. Le paradis des investisseurs. J'ai une lame avec votre nom dessus. Mon nom? Sur votre épée? Mais pourquoi faire? Parce que si c'est la vôtre, bah fallait mettre le vôtre dessus. Enfin, parce que c'est un peu comme une étiquette. Vous voyez, par exemple, si sur mes t-shirts, si je pars en colo, bah j'écris Candide dessus. Parce qu'au moins, bah si je les perds, bah au moins on les rapporte. C'est quand même pratique, parce que là, votre épée, si vous allez la perdre, bah du coup, on va me la rapporter à moi. Et moi, j'en ai pas grand-chose à faire de votre épée, vous comprenez? Enfin, je pense que vous l'utilisez déjà plus que moi. Déjà, moi, bah je me suis jamais servi d'une épée en fait. Et je vois pas trop ce que j'en ferais, honnêtement. Mais au mieux, ce qu'on peut faire, c'est que si jamais on la rapporte, bah vous me donnez votre numéro de téléphone, comme ça je peux vous votre mail. On peut faire par mail si vous préférez. Moi qui sais le maître noir, j'ai écrit les portes des palais d'été qui fascinent. Combien de siècles se sont-ils écoulés depuis que les ailes roses de chat nous observent? J'ai porté autour de mon cou des chaînes en or. Les canons n'ont pas cessé de tirer. Les tourbillons, après tourbillons, j'ai eu tant de frères emportés par la foudre. J'ai décidé, pour le mois de juin, de mourir, l'épée à la main. C'est pas pour rire, je voudrais juste me sentir bien et mourir, l'épée à la main. Alors Candide, ça te plaît la guerre? C'est sympa, hein? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Y'a quand? C'est que je l'ai vu. On se serre ensemble sur un champ célèbre. Quand l'acier blanc étincelle dans la nuit. À l'aube du 26e jour, tu as crié mon nom. Je suis perdu depuis dans un vide éternel. Les cavaliers de Babylone ont foulé aux pieds 1 million de royaumes. De leurs boucliers battus par le fer portent encore les couleurs de l'espoir. J'ai décidé
Bah alors, Candide, on a déserté? C'est pas bien de mentir, c'est pas bien de se cacher. C'est pas grave, tu sais, mais il y a des règles. Oui, je sais, c'est pas facile, mais c'est la loi. Il va falloir qu'on t'exécute. N'aie pas peur, tout sera fini très bientôt. J'ai décidé pour le mois de juin de mourir l'épée à la main. C'est pas mon mérite, je voudrais seulement sentir. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que ces deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours et les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Puis la mousqueterie fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. La baïonnette ôta aussi du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de 1000 âmes. C'était une bataille comme nous n'en avions jamais vu. Et tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Comme par miracle, Candide réussit à échapper à l'exécution. À l'instant où la balle devait toucher son front, un ivrogne devant lui s'effondre de sang. Il court et monte sur son vélo. Il repart, il pédale en tête haleine. La soif, il s'arrête au bord d'un ruisseau pour se rafraîchir. Mais ses poursuivants se font apercevoir au loin. Il a peur, il remonte sur son vélo, repart toujours plus vite, il fuit la guerre et ses bourreaux, mais il ne sait où aller. Dans sa fuite, il reçoit un coup de téléphone. Allô? C'est Pangloss qui lui apprend que tout le monde est mort au château. Tout le monde est mort? Il lui raconte que les Bulgares ont cassé la tête à monsieur le baron, découpé la baronne en morceaux et violé Cunégonde. Comment ça, enlevé? Que les connards. Candide s'évanouit. Puis se réveille. Quant au château, grâce, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Quoi? Pas un arbre? Pangloss lui dit de le rejoindre à Paris où il s'est caché. Candide s'y rend à toute vitesse. Il pédale, il est à bout de souffle, mais continue sans s'arrêter. Il voyage jour et nuit, il traverse à nouveau les vallées, les forêts, les montagnes. Dans sa précipitation, il manque de tomber dans un coupe-gorge. On le poursuit, l'acclame, l'insulte. Et il continue encore et encore jusqu'à enfin arriver à Paris. Là, il se fait accueillir par une troupe de comédiens. Candide! Wouhou! C'est parfait, t'es pile à l'heure. Écoute, je te présente la troupe, il y a Noémie, Louise et moi c'est Théo. Tu vois, depuis 4-5 ans, on fait du théâtre conceptuel. On essaie d'aller au-delà de l'art contemporain, tu vois. Et là, on prépare un tout nouveau projet. Écoute, c'est vraiment nouveau, tu vas voir, c'est sympa, on essaie. Regarde, là, ce qu'on essaie de faire, c'est inédit. On va être retransmis en direct dans le monde entier. Regarde, là par exemple tout de suite, tu vois là on est en direct sur YouTube Live, Twitch, TikTok et Periscope. Il y a des centaines de milliers de personnes qui nous regardent. D'ailleurs, je vais vous demander à tous, là maintenant, dans le public, de sortir vos téléphones. Allez-y, sortez-les, vraiment, c'est pas une blague. De toute façon, on va pas commencer tant que vous les aurez pas sortis, donc tant tous les minutes ensemble. Hein. Donc allez-y, voilà, c'est bien, là j'en vois qu'ils le sortent, allez-y, faites pareil au milieu, très bien, voilà, en haut aussi, voilà, merci. Très bien. Donc en fait, ce qu'on va vous demander, c'est que vous allez filmer et diffuser en direct ou partager plus tard à votre aise, évidemment, tout ce qui va se passer maintenant. Vraiment, c'est très très important, donc on va vraiment vous demander de le faire. Sur tous les réseaux que vous voulez, en Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez, vraiment, mais c'est très important. On va juste vous demander, oui, là-haut, d'enlever le flash si possible, merci. Ouais, désolé, mais bon, c'est très important. Donc si tout le monde est prêt, tout le monde a son téléphone, tout le monde est prêt à filmer, c'est super, voilà, donc tout le monde a l'air prêt, on va commencer. Donc merci à tous et bonne performance. Bienvenue, Candide. Ceci est une expérience scientifique. Ce n'est pas une performance, c'est de la science. Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des scientifiques. Ce
Ce n'est pas de la science, c'est une performance. Candide, nous connaissons ton nom. Candide, nous connaissons la couleur de tes yeux. Nous connaissons ton odeur. Candide, nous connaissons ton animal préféré. Le lapin. Candide, nous t'avons étudié. Candide, nous t'avons examiné. Pourquoi? Pour que tu sois mal à l'aise. Nous connaissons la taille de ton sexe. Il est petit. Candide, je connais la date de ton premier rapport sexuel. Jamais. Comment te sens-tu, Candide? Es-tu mal à l'aise? Si tu laisses ma main pendant plus de 3 secondes sur ton épaule, c'est que tu es homosexuel, Candide. 1, 2, 3. Oups. baltringue. Tu pourrais me lécher dans le cou. Nous savons que t'en meurs d'envie. Pisse-moi dans la bouche. Si je frottais mon sexe sur ta joue, tu serais mal à l'aise? Il a déjà l'air mal à l'aise. Tu te sens coupable. Tu as abandonné les gens du château et ils sont morts à cause de toi. Tu votes Europe Écologie Les Verts. Et t'es parti en voyage en Thaïlande. Hypocrite, caresse-toi. Tu n'as plus de pantalon. Tu n'as rien à dire. Candide, tu veux dire quelque chose? Ta gueule! C'est quand la dernière fois que tes parents t'ont dit qu'ils t'aimaient? Cunégonde n'est qu'une salope. Imagine ton professeur d'école tout nu. Sale lâche, tu aurais pu les sauver. And if I speak another language that you don't understand, would you feel comfortable? Weil die Muschi deiner Mama in einer anderen Sprache die Muschi deiner Mama bleibt. Imagina você chupando as tetas da sua mãe, caralho. Candide, je vois ton érection à travers ton pantalon. T'es qu'une ordure, une sourasse de merde. C'est quand la dernière fois que ta mère t'a dit qu'elle t'aimait? Tu sais que la dernière fois, à mon avis, ta mère, elle a juste un paquet de mecs dans C'est vrai ça. Tu entends son orgasme. Le sexe de ton père dans le sexe de ta mère. Le sexe de ton frère dans celui de ta mère. Arrête de vivre, crève et réincarne-toi, voilà la chiotte. Candide, tu vas la laisser parler comme ça? Tu répondras pas quand tu tu es cunégonde et tu putes, elle ne t'a jamais aimé. Personne ne t'a jamais aimé, Candide. Tiens. Il te suffit d'appuyer. Tu n'es qu'un lâche, un trou du cul d'éjaculateur précoce. C'est toi qui décides. Avoir le droit de respirer, crève, isolé, ça m'arrange. Et ce sera la fin à tous tes problèmes. Tu veux te défendre. Tu vois, c'est facile, alors fais-le, tire-toi une balle dans la tête, c'est tout ce que tu mérites. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Tu es inutile, Candide, tu n'as jamais servi à personne. Tu seras enfin Rien que voir cette balle exploser, ta cervelle de baltringue me ferait jouir, bâtard, crève. Candide, Crève. Oh mais oui, ça nous arrange tous, mais tu crèves. Fin de la performance. Merci à tous, vraiment, d'avoir participé à cette performance unique, vraiment. Ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir pu partager ce moment-là avec vous. On espère que ça vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas, comme on vous l'a déjà dit, à partager sur vos réseaux sociaux un maximum. Ce serait pour nous un énorme privilège. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Peace! Candide! Hélas, ne reconnais-tu plus ton cher Pangloss? Qu'entends-je? Vous, mon cher maître, dans cet état horrible? J'ai perdu un œil et un bras dans le massacre. Rien de grave, je suis obligée d'aller à Lisbonne pour le commerce d'un ami. Viens avec moi, Candide, les affaires n'attendent pas. Pour quitter Paris, Pangloss et Candide doivent affronter un embouteillage porte de Bobigny. Les calèches voisines aux vacarmes assourdissants semblent toutes se diriger en même temps vers le sud. Ils arrivent aux portes des terres ibériques et le calme reprend le dessus sur la tourmente. Pangloss commence à raconter le massacre du château de Thunder Tentronk. Il raconte comment il a perdu son bras. Comme un bon faux filet. Clac! Candide s'évanouit! Pangloss le réanime. Même borgne et mi-manchot, les affaires ne peuvent pas attendre, Candide. Allez, dépêchons-nous d'aller à Lisbonne. Candide s'évanouit à nouveau! Pangloss le réanime. Ah, tu le fais exprès, Candide. Allez, du nerf, mon petit. Candide ne s'évanouit pas! Ils arrivent à Lisbonne. Qu'allons-nous faire, Pangloss? Qu'est devenue Mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais mon petit doigt me dit qu'il suffit de chercher. Mais, maître Pangloss, la terre est bien trop grande. C'est une raison supplémentaire pour commencer à chercher tout de suite. Et quoi de mieux que la jolie ville de Lisbonne? Votez pour moi! Non, votez pour moi! Pangloss, qui sont ces gens? Ce sont des politiques. Ils essaient de convaincre les citoyens de voter pour eux. Avec le Portugal révolté, vous pourrez enfin vous débarrasser de la femme Jean-Claude Dingo. À mort les politiques corrompus et les élites dorées. À mort la classe dirigeante. Au bûcher! C'est le rassemblement très gentil. Nous interdisons l'arrivée de parasites dans nos campagnes, dans nos villes et sur nos réseaux sociaux. Gardez votre argent pour nous. À mort les étrangers. Au bûcher! Pangloss, qui est ce Jean-Claude Dingo? Il est l'actuel maire de la ville. C'est la démocratie en course à pied. Nous sommes le seul parti dynamique, jeune et redynamique derrière. Choisissez monsieur Jean-Claude Dingo. Parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Votez pour les copains, parce que il faut se lever. Votre réaction, monsieur Jean-Claude Dingo, face aux critiques qui s'élèvent devant votre politique d'urbanisme? Nous
Nous avons construit le plus grand centre commercial de toute l'Europe. C'est une réussite. Vos détracteurs citent les écoles vétustes, les problèmes d'amiante, les transports en commun inexistants et le non-respect des normes de sécurité électrique dans les logements sociaux. Nous sommes en train de construire le plus grand stade de foot de tout le Portugal. C'est une réussite. Les experts préconisent de reconstruire de manière urgente certains bâtiments délabrés du centre-ville. Que répondez-vous? Nous avons une belle ville. C'est une réussite. Depuis plus de 23 ans, vous me faites confiance. Ensemble, nous avons bâti des fondations solides pour notre ville. Je rêve qu'un jour, mes détracteurs cessent de se tourner vers le passé et regardent avec moi vers le futur. Et le futur a un nom. Jean-Claude Dingo, ensemble depuis 23 ans et à jamais! Pangloss, j'ai du mal à comprendre. Tous ces hommes n'ont pas les qualités de feu notre baron de Thundertentronckh. Seront-ils vraiment de bons dirigeants? Candide, tu te doutes bien que c'est un peu plus compliqué que cela. Bien sûr que c'est à celui qui a le cœur le plus pur de mener les autres, et c'est avec le jugement de chacun que l'on peut décider ensemble du mieux. Dans une bonne démocratie, tout se passe évidemment pour le mieux. Tout le monde décide ensemble et tout le monde est satisfait. Quelle belle invention que la politique. Mais si personne ne nous convient ou si personne n'est assez honnête homme, comment fait-on? Dans ce cas, évidemment, tu prends le moins pire. Mais par exemple, tous ces hommes sont des coquins. Nous ne pouvons pas consciemment mettre l'un d'eux en position de dirigeant. Dans le meilleur des mondes possibles, devons-nous vraiment choisir entre la peste et le choléra? Qu'adviendra-t-il après? Candide, tu entends ce son traditionnel? Areski, Qu'est-ce qu'il y a? t'as pas entendu un truc bizarre? Si, Qu'est-ce que c'est? c'est le séisme. C'est la terre en dessous de nos pieds. Les plaques tectoniques bougent, il y a des contraintes et puis des fois, ça se libère. C'est normal. Et qui dit séisme dit secousse. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Dis donc, Quoi? tu sens pas que ça bouge? Bah ouais, c'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu un séisme. Et les ondes sismiques dues à ce séisme, Quoi? les ondes sismiques, Ah oui. les ondes se propagent dans les couches de la Terre jusqu'à la surface où le sol se met à bouger. C'est alors ce qu'on appelle un tremblement de terre. C'est normal, tu comprends? Oui, tu voulais? Là, je voulais savoir. Tout l'immeuble est en train de bouger, c'est bien ça? Mais oui, écoute, la structure de notre immeuble est très fragile, tu comprends? C'est normal parce qu'il n'y a que des familles d'ouvriers, des étrangers et quelques improductifs. Alors l'onde se propage très rapidement dans la structure. Ça provoque des ruptures. Nous sommes donc en présence d'un effondrement. C'est normal. Non, arrête, excuse-moi. Quoi? Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute? Bon, Brigitte, tu es fatigante. Donc nous sommes en train de tomber. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne. En ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends? Pangloss, c'est le dernier jour du monde. Tous ces gens meurent. Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle. Tu feras attention néanmoins, car pierre qui tombe rapproche la tombe. Dites-moi, mon brave, auriez-vous vu passer Cunégonde, une honnête demoiselle aux yeux bleus? Ici? Mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire ici, votre señorita? Lisbonne, c'est sur 2018, y a plus rien ici, c'est mort. Le nouveau truc, c'est l'Eldorado, de l'autre côté de l'océan, dans le Nouveau Monde. Ah ouais, les gars là-bas, ils ont un esprit vachement plus open, tu vois. Ils ont des coffee shops avec des cakes vegan à l'eau de lavande. Hyper bon.
Et je vous parle même pas des vendeurs de cartes postales jetables. C'est ultra créatif. Bah ouais, parce que la carte postale, tu l'utilises et après, tu la jettes. T'as pas besoin de la garder 30 ans. C'est concept. L'Eldorado, c'est le pays de toutes les richesses, le meilleur des mondes. Cunégonde est forcément là-bas. Car enfin, si Mademoiselle Cunégonde est quelque part, elle est nécessairement dans le meilleur des endroits. Mais Pangloss, n'est-ce pas le château du baron, le meilleur des endroits du monde? Candide, le château, c'était le meilleur des endroits avant. Mais ça a changé. Et comme il n'y a pas d'effet sans cause, il a fallu que le baron se fasse trucider, éventrer, éviscérer, torturer, allumer, pour qu'enfin le meilleur des mondes ne soit plus le château, mais l'Eldorado, là où se trouve... Cunégonde! Oui, ça fait sens. Vous avez demandé un marin de la marine? Non. Mais puisque vous êtes là, pouvez-vous me procurer un bateau pour traverser l'océan jusque dans le Nouveau Monde? Et voilà votre bateau. C'est un fameux 3 mâts comme un oiseau. Il utilise plus qu'il ne flotte, vous ne trouverez pas plus fidèle sur le marché. Merci, vous êtes bien urbain. Allez, Candide, aide-moi à mettre ce pédalo à l'eau, car la route est longue et la mule est bien chargée. Où l'homme est né coupable, et Dieu punit sa race. Où ce maître absolu de l'être et de l'espace, sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent, de ses premiers décrets suit l'éternel torrent. Où la matière informe, à son maître rebelle, porte en soi des défauts nécessaires comme elle. Où bien Dieu nous éprouve, et ce séjour mortel n'est qu'un passage étroit vers un monde éternel. Voltaire. Tu n'as jamais vu la mer, Candide? Je ne connais qu'un poème. Cette mer immense qui m'envahit porte en elle une vérité sourde et grave, pleine d'échos qui me répondent, m'enveloppe, me noie. Candide, ce n'est pas un poème, il n'y a pas de rime. Pangloss, je ne saurais expliquer pourquoi, mais je suis rassurée. J'ai eu peur de ne jamais revoir Mademoiselle Cunégonde, mais à présent je suis certain que nous la retrouverons là-bas. Nous allons dans un autre univers. C'est dans celui-là sans doute que tout est bien. Car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qu'il se passe dans le nôtre en physique et en morale. Tout ira bien. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que celle de notre Europe. Elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le nouveau monde le meilleur des univers possibles. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit. Les vents soufflèrent des 4 coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête. La moitié des passagers affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agitées en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières. Les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entrouvert. Travaillait qui pouvait. Personne ne s'entendait. Personne ne commandait. Candide aidait un peu à la manœuvre. Il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches. Mais du coup qu'il lui donna, il eut lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Le bon Candide approche, le voit qui reparaît un instant et qui est englouti à jamais. Candide veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche, en lui prouvant que cet océan avait été formé exprès pour que ce matelot s'y noyât. Tandis qu'il le prouvait, le vaisseau s'entrouvre. Tout périt à la réserve de Pangloss et de Candide. Les débris et les cadavres arrivèrent jusqu'au rivage, où ils furent portés sur une planche. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Bonjour. Tu vois, Candide, c'est normal. Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, il faut indiquer aux autorités compétentes que nous sommes sur leur territoire. Ainsi, on sait toujours où tout le monde est et personne ne disparaît. Oui, c'est évident. Veuillez nous suivre. Apparemment,
compliqués à lire, ça n'a d'ailleurs pas d'importance. Ils viennent de l'autre côté de l'océan, et nous allons les examiner. Pour éviter de perdre du temps, nous allons commencer par leur constitution physique. Mon éminence, est-ce bien véritable que leur constitution physique seule suffise à juger de la nature de leur âme? Enfin, nous savons bien qu'il est impossible de dissocier le corps de l'âme. C'est l'âme qui naît dans le corps, et elle ne peut être véritable que si le corps est bien celui décrit dans la Genèse. Ne précipitez pas votre raisonnement. Nous commencerons par leur apparence, puis nous aviserons. Valets, allez près d'eux. Et dites-nous, comment sont-ils constitués? Veuillez m'excuser, j'aimerais préciser. Candide n'est pas mon fils, je suis son précepteur. La nuance est subtile, je vous le concède, mais mieux vaut être seul que mal informé. Que vont-ils faire de nous, Pangloss? Levez les bras! Ils nous examinent. Ces gens sont visiblement plus tactiles que nous. Ils nous palpent pour nous souhaiter la bienvenue. Baissez les bras! C'est certainement une de leurs coutumes locales. Doit-on les palper en retour par politesse? Dans notre ignorance, choisissons la passivité. Lâche, mais prudente. Car le danger vient à point à qui sait s'y prendre. C'est un étrange monde que celui-là. Est-ce pour le mieux qu'il soit si différent du nôtre? Bien sûr, Candide. Car si tous les mondes étaient identiques, comment pourrions-nous juger de la grandeur du nôtre? Oui, c'est évident. Mon éminence, ils sont en tout point semblables à nous, aux différences près. Ils n'ont pas de barbe ni de poils sur le corps. Ils possèdent 2 protubérances adipeuses au niveau du thorax. Ils sont également plus petits et plus jolis que nous. Et le plus vieux n'a qu'un bras. Ça, je peux tout expliquer. Messieurs les juges, qu'en pensez-vous? Il me semble qu'il faut retenir qu'ils nous sont extrêmement similaires. Et pour cette absence de barbe, même certains d'entre nous en sont dépourvus. Mais alors, comment expliquez-vous ces protubérances? Car pour sûr, nous n'en possédons pas. Et leur sexe, comment est-il? Voilà un élément important de la constitution humaine qu'il me semble judicieux d'inspecter. Eh bien alors, comment est-il? Et l'autre? Mon éminence, une absence de verge est à coup sûr une preuve qu'ils ne sont pas conçus à l'image de Dieu. Enfin, ils ont pu la perdre au cours de quelques maladies ou bien arracher leur étrange rituel. Je partage votre étonnement, mais ce simple élément suffit-il à nous donner une indication sur la qualité de leur âme? Je me le demande, mais je ne me souviens de rien dans les Écritures qui dit qu'un homme créé par Dieu et son image doit nécessairement posséder une barbe ou une verge. Quelqu'un se souvient-il d'une phrase? Non, mon éminence. D'après leurs vêtements, quelle place tenaient-ils dans leur société? Difficile à dire, ils ont visiblement mis leurs vêtements de fête. Mon éminence, cet examen ne nous apporte pas d'argumentation solide. Eh bien, que proposez-vous? Écoutez, je vais répondre simplement. Nous sommes nous-mêmes pourvus d'une âme, car Dieu nous a accueillis dans son royaume. Eux, qui viennent de l'autre côté de l'océan, ont-ils été touchés par la grâce divine? Je propose que l'on questionne leurs croyances profondes. Valets, vous parlez leur langue? Demandez-leur quelle est leur croyance profonde, sans évoquer le concept de Dieu, pour ne pas les influencer. Excusez-moi, vous comprenez ce que je dis? Oui, tout à fait. Ils aimeraient savoir. Vous croyez en un truc, vous? Oui, mon maître Pangloss croit que tout est au mieux dans le meilleur des mondes. En effet, ainsi je crois que si notre embarcation a subi l'affront d'une tempête lors de notre traversée, c'est uniquement pour permettre cette fructueuse rencontre entre nos deux peuples. De la même manière, le tremblement de terre de la ville de Lisbonne a retardé notre départ. C'est sans aucun doute pour faire coïncider notre passage avec l'apparition de la tempête. Mon éminence, il apparaît que les éléments de la nature sont pour eux une forme de divinité. Aucun signe de Dieu dans leurs croyances. Mais c'est parce qu'on ne leur a pas expliqué. Ils ont le concept de croyance, mais ils n'ont pas le mot pour le désigner. J'aimerais dire quelque chose de simple. De 2 choses l'une et une seulement. Ou bien ils sont pareils à nous, Dieu les a créés à son image et rédemptés par le sang de son Fils, et dans ce cas, ils n'ont aucune raison de croire en autre chose que le Christ. Ou bien ils sont d'une autre espèce. Quel est votre sentiment sincère? Qu'ils sont d'une autre catégorie, et nés pour être dominés. Comme la forme domine la matière, comme l'âme domine le corps, comme l'homme domine l'animal, le père l'enfant. C'est un ordre naturel. Gardons-les à notre service, comme nous gardons les chevaux pour cultiver les champs. Nous garderons un des deux pour nous servir, et l'autre sera libre de partir comme il est venu. Dieu nous indiquera sa volonté. Valets, tirez au sort, je vous prie. Face pour le plus jeune et pile pour l'autre. Pile!
Mais mon éminence, celui-ci n'a qu'un bras. Il ne sera d'aucune utilité aux tâches physiques des champs. La décision de Dieu nous est apparue clairement. Nous ne pouvons plus rien faire. Relâchez le plus jeune et tuez le plus vieux, puisqu'il est inutile. Il n'est pas facile d'aller à l'Eldorado. Candide sait bien à peu près de quel côté il faut marcher. C'est par là? Des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands et des sauvages sont partout de terribles obstacles. Son cheval meurt de fatigue, ses provisions sont consumées, il se nourrit un mois entier de fruits sauvages. Il se trouve enfin auprès d'une petite rivière qui soutient sa vie et son espérance. J'en peux plus. J'ai assez marché. Candide aperçoit un canot vide près du rivage. Le remplit de coco, puis se laisse aller au courant. Une rivière mène toujours à un endroit habité. Il vogue quelques lieues entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s'élargit toujours. Enfin, elle se perd sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élève jusqu'au ciel. Le fleuve, resserré en cet endroit, le porte avec une rapidité et un bruit horrible. Au bout de 24 heures, il revoit le jour, mais son canot se fracasse contre les écueils. Il faut se traîner de rocher en rocher pendant une lieue entière. Enfin, il découvre un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays est cultivé pour le plaisir, comme pour le besoin. Partout, l'utile est agréable. Candide met pied à terre à la première ville qu'il rencontre. Voilà un pays qui vaut peut-être mieux que la Westphalie. Il visite la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueur de canne de sucre. Il s'arrête manger aux portes d'une auberge bâtie comme un palais d'Europe. Il me reste 2 pièces d'or. Cela suffit-il pour le repas? Nous voyons bien que vous êtes un étranger. Ce que vous nous offrez en paiement sont les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Quel est donc ce pays inconnu à tout le reste de la Terre, et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre? C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. Et quoi qu'en dit Maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Westphalie. On le conduit à la cour. Candide monte en carrosse et en moins de 4 heures, il arrive au palais du roi situé au bout de la capitale. Le portail est de 220 pieds de haut et de 100 de large. Grand portail. Il est impossible d'exprimer quelle en est la matière. Un peu comme de la guimauve. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ce caillou et sur ce sable que nous nommons or et pierrerie. Doit-on se jeter à genoux, ventre à terre, mettre les mains sur la tête ou sur le derrière, lécher la poussière de la salle? En un mot, quelle est la cérémonie pour saluer Sa Majesté le Roi? L'usage est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. Ils s'embrassent mais ne baisent pas. Enfin si, ils font des baisers mais pas la baise. Enfin c'est clair quoi. Candide saute au cou de Sa Majesté, qui le reçoit avec toute la grâce imaginable et qui le prie poliment à souper. On sert 12 potages, garnis chacun de 4 perroquets, un contour bouilli qui pesait 600 livres, 15 singes rôtis, d'un goût excellent, 1000 colibris dans un plat, 2000 oiseaux-mouches dans un autre, des ragoûts exquis, des pâtisseries. Délicieux. Le tout servi dans des plats de cristal de roche. La conversation est longue. Elle roule sur les formes du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur le spectacle public, sur les arts. Nous avons toujours été jusqu'à présent à l'abri de la rapacité des nations de l'Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et la boue jaune de notre terre, et qui, pour en avoir, nous tueraient tous jusqu'au dernier. J'ai la curiosité de voir vos prêtres, monsieur le roi. Mon ami, nous sommes tous prêtres. Quoi? Vous n'avez point de moines qui disputent, qui enseignent, qui gouvernent, qui cabalent, et qui font couper la tête des gens qui ne sont pas de leur avis? Il faudrait que nous fussions fous. Nous sommes tous ici du même avis, et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. Ceci est bien différent de la Westphalie et du château de monsieur le baron. Si mon ami Pangloss avait vu l'Eldorado, il n'aurait jamais dit que le château de Thunder Ten Tronckh était ce qu'il y avait de mieux sur la terre. Il est certain qu'il faut voyager. Vous resterez bien avec nous pour les festivités de ce soir. Un grand bal est organisé dans le palais. Ah, je vous présente ma fille Sophie. Si elle le souhaite, elle vous accompagnera. Bonjour ma fille Sophie. Bonjour Candide.
Ceci était bien différent de la Westphalie. Qu'est-ce que tu lis? Une pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Tiens, je te le prête si tu veux. Debout, Candide, c'est le grand jour. Vous faites un couple merveilleux. Je vous marie. Oui, je le veux. Candide, tu pourrais devenir apiculteur. Voilà un beau métier. Félicitations! Vous avez gagné la médaille d'or du concours agricole pour votre miel. Candide, je viens de recevoir un appel de l'agence. On a la maison. Votre visage est insolite. Je vous propose le premier rôle dans mon film. Je suis fière de te remettre le César du meilleur acteur. La Kangou, tu la préfères plutôt rouge ou bleue? Ouais, t'as raison, bleu c'est mieux. C'est un prestige de compter parmi les marins-pompiers de l'Eldorado un acteur si célèbre. Mon chéri, quel jour merveilleux! Tu vas être papa! C'est avec fierté et émotion que je te remets cette Légion d'honneur pour tes actes de bravoure. Et le nouveau député de la 5e circonscription de l'Eldorado est... Candide! Wouhou! Candide, toi seul as les épaules pour être mon Premier ministre. Touche, Candide, il donne un coup de pied. L'Eldorado est fier d'avoir un astronaute aussi vaillant que toi, Candide. Cette mission est un succès. Bientôt, nous explorerons la Lune. Comment veux-tu l'appeler? Jacques? Oui, c'est bien Jacques. Mais c'est mon histoire, en fait. Je suis Roméo, et Cunégonde, c'est Juliette. Le destin nous a séparés, il m'a testé et toujours m'éloigne d'elle. Mais je ressens qu'elle aussi m'attend quelque part. Nos âmes se chercheront tant que nos corps ne trouveront pas l'union. Je sens bien qu'ici je pourrais trouver le réconfort. Je sais qu'il me serait facile de passer ma vie dans ce monde. Mais si je reste ici, mon cœur s'arrêtera de battre. Car il n'y a pas de vie loin des yeux, loin des plus beaux yeux que la terre ait jamais portés. Je puis partir et vivre, ou rester et mourir. Il faut que j'aille la retrouver. Je suis désolé, Sophie. Si tu avais eu les yeux bleus, j'aurais pu pour toi mourir d'amour. Vous faites une sottise. Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. C'est une tyrannie qui n'est ni dans nos mœurs ni dans nos lois. Tous les hommes sont libres. Partez quand vous voudrez. Adieu, adieu. Mais t'as pas lu la fin? Candide n'a plus d'autre désir que d'aller présenter ses richesses à Mademoiselle Cunégonde. La première journée est assez agréable. Candide, transporté, écrit le nom de Cunégonde sur tous les arbres. La seconde journée, il traverse les temples d'Angkor Wat, au Cambodge. Il perd 10 pièces. La semaine suivante, il atteint Borobudur, en Indonésie. Il perd 100 pièces. Le mois qui suit, il se perd dans les steppes de Mongolie. Il perd 1000 pièces. Il s'endort au mur des Lamentations, à Jérusalem, 10 000 pièces. Il peine à rejoindre Petra, en Jordanie, 100 000. Le Salar de Uyuni, en Bolivie, 1 million. Machu Picchu, Pérou, 100 millions. La Grande Muraille de Chine, 1 milliard. La toundra, Sibérie. Candide n'a plus rien.
est ton nom? Constance. Où vas-tu? Je m'en viens de toi-même et retourne à toi-même. Soulève ce linceul de ta face, et que je sache au moins si tu ressembles à la sœur d'un de mes rêves. Il n'est pas temps encore. Ainsi je ne puis rien sur toi. Silence. Apprends que je suis ta captive et qu'à chacun des coups soufferts par ton destin se forme un trait de plus à ma beauté furtive. Lorsque sera parfait ce visage fidèle, ton cœur y pourra lire aux lueurs de ton ciel et tes choix accomplis et tes maux acceptés. Brèves sont tes amours, comptées et déjà mortes, mais ce sont tes amours. Et ta mort, tu l'emportes tout avec toi. Persiste et tu seras sauvé. À ces mots, le cœur de Candide se remet à battre. Persiste. Ses joues retrouvent les douces couleurs de celles d'un enfant. Persiste. La neige s'est arrêtée de tomber. Plus loin, la lumière s'est infiltrée dans le ciel entier. Persiste. La nuit a fini par baisser les bras, fatiguée, rendre les armes. Persiste. Les muscles de Candide sont de nouveau alimentés. Le courant a repris dans son corps et son sang est pompé jusqu'au bout de ses doigts, combattant la raideur qui y avait établi son royaume. Persiste. Il n'y a pas de meilleur moyen de se sentir en vie que de retrouver l'usage de ses muscles. Ces muscles qui lui permettent à présent d'ouvrir les paupières, de dévoiler une nouvelle paire d'yeux sur le monde. Persiste. Lui qui allait abandonner, se livrer au néant. Persiste. La rougeur de son épiderme ne le camoufle plus dans la neige. Persiste. Il ne fait plus partie de ce grand manteau blanc. Persiste. Il se tient, ça y est. Candide est debout. Persiste. Persiste. Cunégonde? C'est toi, Cunégonde? Oui, Candide. Je t'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. De Petra au Pérou, de Jérusalem à Lisbonne. Je ne t'ai pas trouvé et je t'ai cherché encore. Tes yeux bleus ravivent mes souvenirs d'enfant. Je ne cesse de penser à toi. Je suis fou. Je n'en peux plus, c'est trop. J'ai écrit ton nom sur tous les arbres. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, je frissonne tout le temps, Cunégonde. Le grelot s'agite et ton nom sonne. De toi, je me souviens de tout. Et j'ai tout aimé. Je t'aimais. Et devant tout le monde comme témoin, je te déclare mon amour. Je t'aime. Le ciel sur nous peut bien s'effondrer, la terre peut s'écrouler. Je t'aimerai. Et on peut bien rire de moi, mais je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Tu seras mon unique projet. Non. Tu comprends pas. C'est la dernière ce soir et je me souviens de tout. Tu sais, les mauvaises choses de la vie. Je les ai vues moi aussi. Mais rien de ce que tu pourras m'avouer ne me fera moins t'aimer. Donc si t'es en colère, vas-y, fâche-toi. Garde pas tout à l'intérieur. Car même si tu as tort, je resterai à tes côtés. Je resterai avec toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Viens. Parle-moi. Maintenant.
je peux espérer avec toi? Moi, je n'ai que l'amour. Pour unique raison, pour unique secours. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là. À te regarder. À t'écouter. Laisse-moi voir à travers toi. Réponds. Dis quelque chose. Je t'aime. Elle parcourt le monde entier pour te dire qu'elle t'aime. Elle a parcouru la terre entière pour te retrouver. Elle te fait une compilation des plus grandes chansons d'amour. Elle te la balance à la figure. Et toi, tu réagis pas. Qui fait ça? Les êtres humains font-ils cela? Où es-tu allé le chercher? Où le cerveau, ton cerveau, est-il allé chercher? Non, sérieux, c'est déjà arrivé à quelqu'un, ça là, qu'une fille vienne lui parler comme ça? Là, t'as une personne qui se met totalement à nu devant toi. Et toi, tu réagis pas. Moi, s'il y a une fille qui vient me parler. Bon, déjà, moi, s'il y a une fille qui vient me parler. Je suis bien content. Et t'imagines? Mais t'imagines, en plus, elle vient de me dire ça? Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, on est comme des fous, bordel. Et là, je comprends pas ce que tu fais, toi. Tes réactions pourries. T'es qui pour balayer comme ça une déclaration d'amour? Tu es qui, toi? Tu étais qui? Tu es devenu qui? On se connaît? On s'est déjà vu quelque part? On s'est déjà serré la main? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Tu as un nom, toi? On peut te nommer? Si on t'appelle, tu viens. Si on te siffle, tu viens. Tu as un centre auquel on peut s'accrocher? Une adresse? C'est quoi ton adresse, Cunégonde? Si on t'approche, on touche quoi? T'inquiète pas, je vais pas approcher, j'ai pas envie. Si on t'approche, on touche quelque chose ou on passe au travers? Non mais... Y'a quelqu'un là? Y'a quelqu'un? Allô? Mais t'es où, Noémie? Tu es où? Avec des tirets entre le tu, le et le ou? Tu es où? Tu es où? Tu es passé où? Lève la tête, Noémie. Lève la tête, regarde. Je passe au travers quand je t'approche. Regarde mon bras passe au travers de ta poitrine. C'est que du vide, du vent, des couteaux, des lames, des loups. Un trou dans ta poitrine. Ta poitrine va être toute seule et ça va faire mal. Tu ne le sens pas encore. Mais ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir. Ça va prendre tout le corps. Je vais pas épiloguer 107 ans là-dessus. C'est quelque chose que tu sais, que tu as toujours su, que tu as en toi, depuis tout petit, toute petite. Tu n'es pas de ces gens qui croient à l'amour qui dure toute la vie, avec des tirets entre chaque mot. Les gens sont éduqués comme ça. Pas toi. On met dans la tête des gens, on leur rentre ça dans la tête. Et c'est parti, comme un jouet qu'on remonte avant que le joli jouet tombe dans la vallée des larmes, du mensonge, de la trahison, de la solitude et de la mort, où plus aucun cœur ne vous entend, où plus aucun cœur ne vous désire, où plus aucun cœur, Candide, plus aucun cœur ne vous envoie des SMS qui disent tu es ma vie, qui disent je te rejoins, qui disent
supportera toujours. Tu es celle, celui de qui je fermerai les yeux. Je serai celle qui fermera tes yeux quand nous serons vieux et que tu seras toute maigre et que tu ne pèseras plus rien. Et que je prendrai ton corps d'oiseau sec dans mes mains et je te bercerai. Oui, je te bercerai et je dirai, nous avons fait ce chemin ensemble. Nous l'avons fait. Et vois-tu, je t'aime plus que jamais. Et je fermerai tes paupières. Et ça sera bien. Et nous pourrons mourir. Et ça sera bien. Mais la vie, ce n'est pas ça, Louise. La vie, ça ne se passe pas comme ça. En lieu et place de ça. En lieu et place de ce mensonge. En lieu et place de ce venin dégoûtant qu'est l'attente, la bouche en cœur, la recherche puérile de l'amour pour toujours. Il y aura la mâchoire du manque, de la jalousie et de la solitude. Et alors ce sera froid. Tout sera désert. Ce sera l'horreur, Roman. L'horreur. Bien sûr qu'on a perdu la guerre. Bien sûr que je le reconnais. Bien sûr, la vie nous met le compte. La vie, c'est une enclume. Bien sûr que j'aimerais bien te montrer qu'ailleurs, on ne ferait pas que fuir. Et bien sûr, j'ai pas les moyens. Mais ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore en moi comme un veau avalé de travers. Bien sûr, je te trouve très jolie. J'ai vraiment envie de te sauter. Bien sûr, la vie nous fait offense. Bien sûr, la vie nous fait misère. Bien sûr que je te trouve très belle. Bien sûr, je t'emmènerai à la mer. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à se saouler, attendre le jugement dernier. Il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves. Et si l'on ne fait rien, ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine. Suite à cette dispute, nous avons longuement réfléchi. Où allait nous mener cette histoire, qui avait depuis longtemps changé d'auteur? Candide avait le cœur brisé et Voltaire n'était plus un problème. Nous avions nous aussi un peu le cœur brisé. Il était difficile d'en vouloir à Cunégonde, qui elle-même n'était pas tout à fait indemne. Qui donc était responsable de nos malheurs? C'est là qu'une idée germa dans nos têtes. Le responsable, c'était l'auteur du roman maudit qu'avait lu Candide dans l'Eldorado. Le sorcier qui avait jeté une malédiction sur tous les amants du monde et qui avait précipité la perte de Candide. Nous avons trouvé son adresse sur un forum internet. Sans trop savoir pourquoi, nous sommes partis à la recherche de Shakespeare. Bien sûr, on a perdu la guerre. Il y avait peut-être un peu de jalousie, lui qui a réussi à écrire tant de choses et nous si peu. Bien sûr, la vie nous met le compte. Un peu de colère aussi peut-être. C'est une enclume. D'après un utilisateur anonyme, Shakespeare habite 5 impasse des Mimosas à Ansuès-la-Rodonne, près de Marseille. Nous avons d'abord voulu nous y rendre en vélo, et puis parce que nous étions un peu pressés et surtout un peu flemmards, nous avons pris le train. Voie I, le TER 17717 à destination de Marseille-Saint-Charles, départ le 22 avril à 13h20. Ça n'en vaut pas la peine, bien sûr que les montagnes sont belles, bien sûr qu'il y a des vallées, les enfants sautent sur les mines, bien sûr dans une autre vallée, bien sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer, bien sûr que j'ai encore en moi comme un veau avalé de travers. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, bien sûr. Nous en avons profité pour faire les retours sur notre semaine de création au théâtre. Puis la fatigue aidant, nous avons dormi jusqu'à la fin du voyage. À Marseille, le mauvais temps nous attendait, comme si Shakespeare avait demandé la pluie pour nous empêcher de le retrouver. Nous avons mangé un bon repas chaud et nous nous sommes reposés. La nuit, j'ai eu peur de les avoir menés dans un voyage sans fin et sans réponse. Le lendemain, nous avons de nouveau pris un train, celui de la Côte Bleue, arrêt à la gare d'Ansuès-la-Rodonne. C'est peut-être la plus belle vue de train du monde. Ça n'en vaut pas la peine, bien sûr que je te trouve très belle, bien sûr je t'emmènerai à la mer, y a rien d'autre à faire qu'à se saouler,
la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Il paraît que les petits moineaux, petit à petit, Arrivé au numéro 5, il a été clair, très vite, que personne à ce numéro ne portait le nom de Shakespeare. Peut-être l'internaute anonyme s'était-il trompé? Nous nous sommes mis à chercher aux autres numéros de la rue, puis de la rue suivante. Pas de traces de l'auteur anglais. Il fallait nous rendre à l'évidence. Shakespeare n'habitait plus en Suisse-la-Rodin.